Alors, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de ce grand colloque pour nous avoir invités ici pour plusieurs journées de discussions passionnantes, de rencontres intéressantes. Et j'en profite pour les féliciter pour la qualité scientifique de tous les débats jusqu'ici, ainsi que pour l'incroyable équipe logistique qui nous encadre et répond à tous nos besoins. Merci beaucoup. Je suis Giulia Bonacci, historienne chargée de recherche à l'IRD, en poste auprès de l'URMIS, l'unité de recherche migration et société, à l'Université Côte d'Azur à Nice. Je suis très honorée d'avoir été invitée à modérer ce panel qui veut réfléchir à la place du panafricanisme dans l'enseignement et la recherche universitaire. L'historien Elikiam Bokolo le soulignait. Le panafricanisme est un des projets intellectuels et politiques les plus ambitieux formulés par l'Afrique depuis le XIXe siècle et qui porte sur l'émancipation sociale, économique, culturelle et politique des Africains vivant sur le continent et dans ses diasporas. D'abord porté par les descendants des Africains aux Amériques, le panafricanisme a tôt été approprié par les élites africaines. Ses symboles, ses références, ses aspirations ont ainsi circulé et irrigué de nombreuses mobilisations et initiatives sur le continent. L'idée d'une unité, d'une histoire commune et d'une destinée partagée entre les peuples d'Afrique et les diasporas est constitutive du panafricanisme. Ses pratiques sociales, ses expressions politiques et ses créations culturelles sont très variées et diverses selon les périodes et les espaces. Et c'est en leur sein que s'est d'abord forgée l'idée d'une Afrique globale. Alors des repères connus comme les congrès panafricains ou les grands festivals panafricains ne résument pas le panafricanisme, qui n'est ni lisse, ni homogène, ni uniforme, et qui n'est pas forcément compris partout pareil. Alors des prismes nationaux peuvent en influencer la lecture, ainsi que des prismes linguistiques. Autant la constitution des savoirs universitaires en anglais sur le panafricanisme bénéficie d'une bibliothèque dense, riche et qui ne cesse de se renouveler, autant en français, malgré des références de grande qualité, le paysage est bien plus restreint. Alors que des institutions majeures comme le Codesria et l'Institute of African Studies de l'Université du Ghana à Legon jouent un rôle primordial dans la discussion et l'analyse critique du panafricanisme, de manière, disons, plus générale, à l'université dans de nombreux pays africains, ainsi qu'en France, le panafricanisme n'est guère étudié ni enseigné. Les étudiants qui veulent développer des lectures, des enquêtes et des travaux d'écriture autour du panafricanisme sont la plupart du temps autodidactes. Ils et elles lisent, analysent et produisent sans jamais avoir bénéficié d'un enseignement dédié, d'un séminaire de recherche sur le sujet, ni d'encouragement. Bien au contraire. Et il en faut pourtant pour dépasser les perspectives hagiographiques centrées sur quelques grandes figures masculines, pour se plonger dans cet objet souvent peu valorisé dans les cercles savants francophones, pour oser le regard exigeant, critique, sans complaisance, le seul qui promet l'enjaillement intellectuel. C'est que le panafricanisme constitue un objet d'étude passionnant, offrant de multiples entrées, invitant à l'interdisciplinarité et au décloisonnement géographique et linguistique. Pour autant, où se trouvent nos ambitions? Nos ambitions scientifiques et pédagogiques qui peuvent renouveler notre compréhension de l'histoire du panafricanisme
Peut-on faire entrer le panafricanisme dans les curricula sans inciter à l'étude des diasporas africaines? Alors qu'aux États-Unis et au Brésil, un peu moins en Caraïbes, l'histoire de l'Afrique est enseignée, où sont en Afrique les enseignements sur les diasporas africaines, anciennes et plus récentes, et sur leurs relations avec le continent? Quels sont les verrous limitant le développement de programmes de recherche universitaires sur le panafricanisme? Quelles approches critiques du panafricanisme peuvent être promues pour rendre compte des complexités politiques, sociales et culturelles qui lui sont associées? Voici donc quelques questions qui peuvent lancer notre discussion aujourd'hui sur la place du panafricanisme dans l'enseignement et la recherche universitaire. Mais les enjeux sont importants, hein, ne nous y trompons pas. Il s'agit de contribuer au remembrement de l'Afrique, pour reprendre les termes de Ngugi wa Thiong'o, ce qu'illustrait déjà le symbole du Sankofa, aller chercher derrière nous ce qu'il nous faut pour avancer. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui les collègues ici présents qui vont contribuer à nos débats. Chacun d'entre eux aura une petite quinzaine de minutes de présentation et nous aurons ensuite grand plaisir à engager la discussion avec vous, le public, par la suite. Donc, dans leur ordre de prise de parole, je vais inviter Cheikh Ngueran, qui est maître de conférence à l'Université des Antilles en Martinique. J'inviterai par la suite David Eboutou de l'Université de Yaoundé, au département d'histoire de Yaoundé 1. J'inviterai par la suite El Hadji Amadou Ban Ndiaye de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui est là. Et pour finir, j'inviterai professeur Antoinette Tidjani Alou de l'Université Abdou Moumouni à prendre la parole. Donc sans plus attendre, je les laisse parler car en vérité c'est eux que moi j'ai envie d'entendre. Je vous remercie de votre attention et je passe tout de suite le microphone à Cheikh. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci beaucoup Julia pour cette présentation et merci beaucoup d'avoir initié cette thématique que vous allez modérer. Je remercie aussi les organisateurs pour ce colloque que je trouve très intéressant. Je suis un ancien de cette université. Je ne peux pas dire ancien parce que 2008, c'est un peu récent pour moi. J'ai fait mes premiers pas dans cette université de Saint-Louis et là j'ai retrouvé mes professeurs, j'ai retrouvé aussi des anciens étudiants de classe qui sont aujourd'hui des professeurs. C'est avec un grand plaisir que je reviens dans cette université. Nous sommes en train d'aborder une thématique qui est très riche, le panafricanisme. C'est un concept qui est galvaudé. C'est un concept qu'on utilise parfois sans préciser le caractère des choses auxquelles on l'applique. En tant que mouvement, le panafricanisme a été accusé, jugé et condamné sans même être entendu. Il est difficile parfois d'expliquer le panafricanisme parce que comme il y a plusieurs panafricanismes, il n'y a pas qu'un seul panafricanisme. Il y a des théories autour du panafricanisme. Il y en a qui parlent de panafricanisme avec la lettre minuscule, panafricanisme avec la lettre majuscule. Et chacun essaie de le comprendre à sa façon. Mais c'est un mouvement qui s'étend sur plusieurs aires géographiques. Il faut aussi comprendre qu'il y a l'aspect territorial qui est souvent dominant lorsqu'on aborde la question. Mais le mouvement est né dans la diaspora. Il y a des dimensions idéologiques, il y a des dimensions raciales, il y a des dimensions culturelles. Je ne suis pas là pour refaire l'histoire du panafricanisme, mais comprenez que le panafricanisme en tant que mouvement implique plusieurs dimensions. Il y a une dimension qui est souvent oubliée, c'est la dimension éducative. Il y a dans le panafricanisme des théoriciens de l'éducation. Ils ne sont pas cités dans le champ des sciences de l'éducation, ils sont écartés. Mais on a dans le panafricanisme des mouvances qui sont déjà décoloniales à la première heure. Donc l'objectif de ma présentation, qui va être un peu bref, que vous voyez sur le plan ici, je vous présente les quelques objectifs que vous allez voir. C'est en fait de démontrer qu'en fait les instances universitaires sont des piliers essentiels pour moi, pour l'avenir du continent, et tant qu'elles ne renouent pas avec les préoccupations sociales, économiques
et sécuritaire du continent, le discours sur le panafricanisme reposera essentiellement sur des considérations théoriques. Peut-être que c'est pour ça qu'on condamne le panafricanisme. On peut aussi évaluer à partir de contributions d'intellectuels panafricains toutes les possibilités d'incorporer les idéaux du panafricanisme dans les curricula des systèmes d'enseignement supérieur africains. Pour que l'enseignement en Afrique, en particulier le système universitaire, puisse promouvoir sa mission transformatrice, j'insiste beaucoup sur la transformation sociale, il doit être socialement et culturellement adapté, tout en étant ouvert donc, à d'autres philosophies de l'éducation. Comme on voit que l'éducation est un champ qui est très vaste. Donc, on va commencer par un intellectuel qui est moins connu, c'est Edward Wilmot Blyden. C'est un panafricain de la première heure. Ces théories sur l'éducation sont aussi valables aujourd'hui pour plusieurs sociétés, en particulier le Sénégal. C'est un intellectuel qui est considéré comme le père de la négritude. Senghor le célèbre. C'est le père aussi de la personnalité africaine. Il est l'un des grands théoriciens idéologues du panafricanisme. Dans son ouvrage que Yves Valentin Moudimbe, qui est très connu à travers l'Afrique, il s'appuie sur l'ouvrage de Blyden pour démontrer en quoi l'Afrique aurait besoin d'un système éducatif adapté à ces réalités. C'est le premier à avoir théorisé l'idée d'instaurer une université africaine. C'était à Sierra Leone, à l'époque du collège Foura Bey. C'était contrôlé par les Britanniques et l'enseignement était orienté vers donc, les enjeux de la colonisation. Il fallait former donc, des administrateurs pour servir donc, le système colonial. Il a écrit plusieurs lettres, on peut le lire dans ses correspondances, pour dire qu'il faut qu'on établisse une université à Freetown ou dans ses environs, et les parents d'ici et d'autres sphères du monde noir pourraient envoyer leurs enfants avec l'assurance qu'ils recevraient une formation qui les préparerait aux objectifs pratiques de la vie. Blyden est un intellectuel qui a inspiré plusieurs leaders en Afrique. Et parmi ces leaders, on va essayer d'en voir quelques-uns. Et Kwame Nkrumah est l'un des leaders qui ont les plus été inspirés par Blyden. Et Nnamdi Azikiwe, qu'on connaît aussi. Haïlé Sélassié aussi. Ces trois leaders ont porté l'idée de créer une structure panafricaine. Moi, je dis structure académique qui serait dépositaire des aspirations panafricaines. C'est ça qu'ils voulaient. Et Kwame Nkrumah a été le plus illustre de ces initiateurs d'une telle initiative. Kwame Nkrumah, comme Julia l'a évoqué dans sa présentation, a créé en 1962 un institut d'études africaines. Cet institut existe encore aujourd'hui. Cet institut a voulu mobiliser des chercheurs d'Afrique et de la diaspora. Pour moi, le Ghana, c'était un hub révolutionnaire. Donc, il fallait en fait développer les idées panafricaines. Il fallait aussi écrire l'histoire de l'Afrique à partir de l'Afrique. Kwame Nkrumah ne s'est pas arrêté là. Il a invité le sociologue très connu William Du Bois pour écrire une encyclopédie africana. C'est une encyclopédie écrite par des chercheurs africains et qui reflèterait l'histoire de l'Afrique. Parce qu'à l'époque, il y avait aussi l'encyclopédie Britannica. Du Bois n'a pas pu terminer ce projet. Et je profite pour rappeler que Du Bois, lorsqu'il a initié ce projet, il était aux États-Unis. Mais à l'époque, les fondations philanthropiques détenaient les financements. Il n'avait pas obtenu de financement et Melville Herskovits, qui est considéré comme le père des études africaines, l'avait empêché d'avoir ce financement et il l'a reconnu. Et aujourd'hui, c'est ce qui parle de décolonisation des études africaines, mettre Herskovits au début. Et ça, c'est problématique. Ça, c'est quelque chose que je voulais souligner. Donc, il voulait faire de l'Institut d'études africaines un espace de production de savoir africain. Donc, les études africaines devant être le catalyseur du changement au sein de l'université. Kwame Nkrumah a également milité pour une bibliothèque nationale. Pour lui, la bibliothèque était dépositaire donc, des réalités africaines, mais aussi un lieu pour promouvoir l'histoire qui était en fait importante pour découvrir une certaine africanité. Haïlé Sélassié, lors de l'ouverture du sommet de l'Organisation de l'Union africaine en 1963, a réitéré cette idée. Il voulait qu'il y ait une université panafricaine, donc une université parrainée par tous les États africains où les futurs dirigeants des États nouvellement indépendants seraient formés dans une atmosphère de fraternité continentale. Il a porté cette idée jusqu'à la fin de son règne.
Et je rappelle aussi que lorsqu'il était au pouvoir, l'une des raisons pour lesquelles il a beaucoup insisté pour la création d'une structure panafricaine, c'est que les États-Unis avaient lancé le programme du corps de la paix. C'est un programme du corps de la paix. Les volontaires venaient en Éthiopie et enseignaient dans les écoles. Et c'était un peu suspect. Ils enseignaient les sciences sociales et ils introduisaient des idées qui étaient subversives. Et Kwame Nkrumah même a voulu expulser l'ensemble des volontaires du corps de la paix. Il leur disait que si vous enseignez les mathématiques, tant mieux. Mais pas de sciences sociales. Parce qu'on connaissait donc à quel point les idées venant des États-Unis qui ont utilisé l'association d'études africaines pour infiltrer le champ universitaire. Donc Kwame Nkrumah était un peu sceptique par rapport à l'idée de laisser ces volontaires du corps de la paix continuer à mener le travail. Nnamdi Azikiwe, son travail m'a beaucoup marqué puisqu'il insiste sur le rôle de l'université. Son œuvre n'est pas assez exploitée. Et je pense que les départements d'anglais pourraient faire beaucoup de choses dans ce sens-là. Il disait que les universités ont pour mission de façonner le destin des peuples, des nations et des individus. L'Afrique noire n'a pas d'université, c'est lui qui le disait. L'Afrique noire ne dispose pas de centres intellectuels où ses ressources humaines pourraient être transformées en leaders dans tous les domaines de l'activité humaine. Pourquoi la jeunesse africaine devrait-elle dépendre d'Oxford, Cambridge, Harvard, Yale, la Sorbonne, Berlin, Heidelberg pour sa croissance intellectuelle? Ces universités sont des miroirs qui reflètent leur idiosyncrasie sociale particulière. Établissons une université pour la génération africaine émergente et ce continent deviendra dans un avenir proche un continent de lumière. Voilà des éléments qui justifient l'idée de créer une université panafricaine. Et là, c'est continu. Et comme je m'intéresse beaucoup aux continuités et aux ruptures, j'essaie de suivre l'idée et pour voir où est-ce que nous en sommes pour le moment. Et à côté de cette université panafricaine, il y a une autre idée qui est très importante, c'est l'idée de décoloniser les curricula, d'instaurer un curriculum panafricain. C'est un défi, je le reconnais. Comme le continent a hérité des différents systèmes éducatifs, il est difficile d'arriver à formuler un curriculum qui serait donc commun à tous les pays africains. Mais il y a des éléments dans le panafricanisme qui nous amèneraient à formuler un curriculum panafricain. Kwame Nkrumah n'a jamais cessé d'insister, à partir de son expérience lui-même, disant que nos manuels scolaires traitent de l'histoire et de la géographie anglaise, du mode de vie et des coutumes anglais, des idées anglaises, du temps qu'il fait en Angleterre. La plupart de ces manuels n'avaient pas été modifiés depuis 1864. Tout cela doit changer. Il est vital de promouvoir notre culture et notre propre histoire si nous voulons développer une personnalité africaine qui doit servir de base éducative et intellectuelle à notre projet panafricain. Donc la question curriculaire était d'une importance capitale pour Kwame Nkrumah. Je vais me dépêcher un peu. À Dakar, en 2009, un événement qui est passé peut-être inaperçu, c'est le recteur même de l'université de Dakar qui revient sur la nécessité de développer une université panafricaine, ou une mouvance panafricaine du moins. Il a repris une idée de l'Union africaine, parce que l'Union africaine a mis en place des universités, donc des instituts panafricains dispersés dans différents pays du continent. L'objectif, c'était de panafricaniser la recherche. Il y a 25 axes de recherche qui ont été développés, et l'idée, c'était de créer une école doctorale. Une très bonne idée, parce que ça existe déjà dans d'autres pays européens, et c'est un instance fédérateur, on devrait travailler dans ce sens pour pouvoir le mettre en place. Donc voilà les propositions d'un chercheur qui est très connu et qui mérite d'être étudié, c'est John Mara. John Mara est un théoricien de l'éducation. Il a listé quelques enjeux et j'en ai sélectionné quelques-uns, vous le voyez ici. Donc il appelle à la création d'une université panafricaine comme suggéré par Haïlé Sélassié en 1963, que l'université panafricaine soit établie à Bangui, c'est son choix, que l'université panafricaine soit un modèle pour les autres universités nationales africaines, que les institutions éducatives africaines développent des programmes intensifs de langue où on a un échange, immersion linguistique entre les francophones pour la compréhension. Que les Africains soient formés et éduqués aux réalités économiques, sociales, politiques, culturelles et internationales des Africains et du continent africain. Que les structures académiques africaines, en particulier au niveau de l'enseignement supérieur, abritent des départements d'études noires. Nous parlons des études africaines, mais nos universités ne disposent pas de départements d'études africaines, ce qui est assez paradoxal. Et donc, voilà, je pense que
Voilà, je vais évoquer un aspect avant de terminer. Ce sont le cas des universités que l'Union africaine est en train de promouvoir. Ce sont des universités qui sont dispersées. Ils sont panafricains de nom, mais ils sont un peu élitistes. Donc l'université panafricaine telle que théorisée par Edward Wilmot Blyden, telle que théorisée par John Mara, serait différente. Les militaires panafricains qui ont longtemps prôné la création d'une université panafricaine portent encore cet espoir. Les défis qu'une telle université doit être, le défi est qu'une telle université doit être une université non seulement différente par rapport à son approche de l'enseignement et de la recherche, mais plus fondamentalement par rapport aux fonctions sociales qu'elle aurait à remplir. La fonction sociale de l'université est au cœur des recherches panafricaines. Pour moi, développer un curriculum panafricain ne revient pas à faire abstraction des différences régionales et locales, ni à négliger les préoccupations internationales. Il s'agit en revanche d'une démarche de décentrement qui n'empêche pas les acteurs de l'ingénierie pédagogique et des technologies éducatives en Afrique de s'ouvrir aux approches du Nord global. Un curriculum panafricain doit intégrer la culture, l'histoire, la littérature, la politique, l'économie africaine et les autres disciplines concernées par le développement de l'Afrique. Je termine en évoquant un chercheur américain qui est un idéologue du curriculum qui disait que le curriculum n'est pas neutre. Le curriculum est un messager. Le manuel scolaire est un messager. Il porte un message. C'est ce qui rédige le curriculum, un manuel scolaire. Ils ont des biais et ces biais sont parfois transposés dans ces écrits-là. Et pour comprendre l'importance du curriculum, il est important de comprendre l'épistémologie des différentes disciplines. Donc l'Afrique gagnerait à s'intéresser à ces disciplines, leur origine, et voir comment décentrer et non pas décoloniser. Je vous remercie. J'espère que je n'ai pas dépassé le temps. Merci beaucoup, Cheikh. Je passe sans plus tarder la parole à David Melvin Eboutou. Bonsoir à tous. Alors, je vais aller droit au but pour capitaliser le peu de temps que nous avons. Il faut bien le rationaliser. Alors, j'ai choisi d'intituler mon travail « Décentrer les approches, réflexion épistémologique sur la recherche des nouvelles pédagogies du panafricanisme en Afrique ». L'architecture de mon travail se présente en 7 points, comme vous pouvez le voir. Nous avons les prolégomènes, l'objectif en deuxième position, la problématique, le cadre méthodologique, l'analyse des données, le résultat, et puis la conclusion avec un point d'interrogation, si à dessein. Je suis un peu de l'école du professeur Biogo, pour ceux qui le connaissent, et donc on ouvre toujours sur les conclusions. Je vais poursuivre. Alors, en prolégomène, nous avons 2 images que j'ai voulu juxtaposer. Sur ces 2 images, ce sont des visages connus pour tous ceux qui ont flirté, qui ont eu au moins à lire un ouvrage sur le panafricanisme. Vous avez d'un côté Webb Du Bois et de l'autre côté, vous avez le docteur Kwame Nkrumah. En haut également, c'est le docteur Webb Du Bois. Alors, les 2 sont considérés comme les pères du panafricanisme, l'un un peu plus et l'autre un peu moins. Le premier, Webb Du Bois, c'est quelqu'un qui aura contribué énormément à promouvoir le mouvement panafricaniste depuis sa phase de maturation dans les congrès panafricains en Europe jusqu'à sa phase de promotion avant son retour en Afrique. Il a un important ouvrage qui a été à un moment une Bible, Les âmes du peuple noir, publié en 1903, où il parle de la double personnalité, où il essaie d'impliquer la personnalité de l'homme noir à celle de l'homme américain en parlant un peu de son cas. Donc, il parlait là d'une double personnalité, d'une double conscience qui animait un peu les Afro-Américains de son cas. En même temps, c'est le premier Afro-Américain titulaire d'un doctorat de l'université d'Harvard. Donc, c'est un universitaire qui a vraiment contribué à promouvoir le panafricanisme qui avait besoin en ce moment-là de s'imposer. Et nous le classifions ici
dans ce que nous appelons la première génération du panafricanisme, qui, à notre avis, aura réussi la mission non seulement de s'auto-classifier, donc il y a une volonté d'auto-classification qui à un moment a été portée par la première génération des panafricanistes qui sont considérés comme les pères du panafricanisme. Et à côté également, il y avait une volonté de création d'altérité. Et cette mission-là, de notre avis, a été réussie par cette première génération des panafricanistes. À côté, nous avons le docteur Kwame Nkrumah, qui, pour reprendre Hamzat Boukari, rappelle que c'est quand même celui qui incarne le mieux le panafricanisme dans la mémoire collective des Africains. Et son rôle a été déterminant depuis son retour en 1947 en Afrique, avec notamment le substrat politique qu'il a impulsé dans le panafricanisme pour justement amener les Africains à donner une coloration politique à cette idée de l'unité africaine qu'il voulait porter à travers le politique. Et lui, nous avons dit que nous le classons un peu dans la génération intermédiaire du panafricanisme, mais en même temps imbriqué dans la première génération. Et nous pensons que ce soit la première génération des panafricanistes incarnés ici par l'image de Webb Du Bois, ou alors celle de Kwame Nkrumah qui est un peu considérée comme la génération intermédiaire, cette génération aura réussi à faire son travail globalement qui se résume, comme je l'ai dit tantôt, en une volonté d'autoclassification et de création d'altérité et de promotion politique d'un idéal panafricain pour le cas de la deuxième génération qui est celle intermédiaire. Maintenant, à côté de ces générations-là, il y a ce que nous considérons comme le panafricanisme contemporain, donc, qui est incarné par la génération actuelle, les penseurs actuels, ceux qui essayent d'apporter des écrits, un nouveau substrat. Je suis d'ailleurs d'accord avec le Cheikh qui parlait des panafricanismes tout à l'heure, parce que de plus en plus, il y a des substrats, des théories qui sont mobilisées selon qu'on évoque un certain nombre de panafricanismes. Nous discutions d'ailleurs tout à l'heure, à la suite d'un riche exposé que nous avons suivi sur quelques collègues qui parlaient de l'avènement de la Covid-19 et ses imbrications en Afrique, et je convoquais l'idée d'un panafricanisme thérapeutique, on l'aura vu, avec ce qui s'est passé lors justement de ce conflit où en Europe on voyait que l'Occident essayait de mettre en avant une idée catastrophiste d'une Covid-19 qui va presque assassiner toute l'Afrique, et qu'en Afrique on avait un certain nombre de résultats, de solutions qui étaient proposées. On aura vu des États comme la Guinée équatoriale aller chercher des solutions proposées par Madagascar, et nous avons appelé ça le panafricanisme thérapeutique. On a donc vu cette forme de panafricanisme-là être mobilisée, et il y a aujourd'hui des chercheurs qui essayent de trouver un substrat, qui essayent de théoriser cette forme de panafricanisme-là. Mais sauf que, il y a que chaque fois qu'on évoque, que ce soit dans les laboratoires, que ce soit dans les universités, la question du panafricanisme, il y a que, et c'est peut-être un regret, cela se résume à l'exhumation d'un passé glorieux, hein, où l'on essaie de sanctifier et de pontifier une histoire qui revient comme une sorte de psalmodie. Et cette approche qui est essentiellement passéiste, à notre avis, est inefficace pour résoudre les problèmes de l'heure. Et donc, de notre avis, c'est de la responsabilité des universitaires de creuser pour en proposer d'autres approches. Nous avançons. Et donc, nous tombons donc sur les objectifs. Et comme premier objectif que nous nous sommes fixés, nous avons voulu, par notre réflexion, élargir la géographie de la recherche en matière de panafricanisme. En deuxième position, nous avons voulu décoloniser le discours prééminemment passéiste du panafricanisme en postulant pour une épistémologie complexe au sens d'Edgar Morin qui parle de la reliance, qui parle de l'épistémologie complexe qui en réalité postule pour une reliance des connaissances, une reliance des savoirs et qui finissent par donner des espèces d'idées carrefour. Et nous pensons que nous postulons pour cette approche-là qui, de notre avis, peut aider le panafricanisme. En troisième position, nous postulons pour un décentrement des approches à partir d'un regard holistique sur la météo mondiale en matière de recherche autour des questions du panafricanisme. Donc, notre problématique, comme je l'ai rappelé, constate donc l'incapacité du panafricanisme à résoudre les défis actuels. Et de cette problématique découle la question de recherche suivante. Comment repenser autrement
le panafricanisme dans la perspective d'une nouvelle historiographie qui privilégie l'histoire globale et ses nouveaux enjeux sur la Nouvelle-Afrique. J'emprunte l'expression, le concept de Nouvelle-Afrique à Carlos Lopez, qui met en substrat de ce concept-là la capacité pour les Africains à penser par eux-mêmes sans pour autant établir une césure avec le monde, avec les autres. Voilà comment je pousse cette pensée. Donc, derrière cette question centrale se cachent deux autres questions subsidiaires, à savoir comment construire une nouvelle pensée panafricaniste à travers l'élargissement de la géopolitique des savoirs qui puisse permettre de mieux faire face aux défis de l'heure et en quoi la portée heuristique d'une nouvelle pensée africaine serait-elle utile dans la recherche en matière de panafricanisme. Donc, en ce qui concerne le cadre météorologique, là, vous voyez, c'est une image que nous avons prise au niveau des archives nationales de Yaoundé. Pour ceux qui y ont fait un tour, ils savent que ça se situe en plein centre, en plein cœur de la ville de Yaoundé, où nous sommes allés, où nous avons longuement travaillé. Et c'est cela qui a constitué ce que nous pouvons considérer comme source primaire ici. Au niveau des sources secondaires, nous avons mobilisé un certain nombre de lectures, des mémoires, des thèses doctorat. Vous avez en couverture, la couverture justement de ma thèse doctorat, soutenue en 2020 à l'Université de Yaoundé, dont le titre est Prolégomène à l'histoire du panafricanisme, permanence et bifurcation, vers la reconstruction de l'unité africaine face aux défis de la mondialisation. Cette thèse a été soutenue à Yaoundé avec une moyenne de 18/20 et encouragée à être publiée. Donc, nous avons largement puisé là-dedans pour essayer d'en apporter un substrat à nos travaux. Comme dernière approche, nous avons convoqué ici une série d'interviews qualitatives, une échantillon de 70 personnalités, parmi lesquelles des universitaires, des étudiants, des acteurs politiques, des hommes des médias, des hauts responsables administratifs ont été sollicités pour comprendre un certain nombre d'approches. Et là, vous avez en image l'entretien que j'ai eu avec le grand chancelier des ordres académiques du Cameroun, le ministre, le professeur Jacques Fam Ndongo, qui est ministre d'État, ministre d'enseignement supérieur du Cameroun. Pourquoi avoir choisi cette image? Simplement parce que le constat est patent. Il est établi que les politiques et la vision en matière d'éducation, en matière de recherche est impulsée par le politique. On ne peut pas nier cette évidence-là. Et en conséquence, il fallait bien que, pour le cas du Cameroun d'où je viens, que nous essayions d'avoir la vision du grand chancelier des ordres académiques qui impulse un peu la vision en matière de recherche au Cameroun. Quelle est sa vision, quelle est sa lecture et qu'est-ce qu'on peut faire pour justement essayer d'avoir un certain nombre de solutions. Donc, en ce qui concerne l'analyse des données, je dirais que ce travail a essentiellement mobilisé comme épure théorique l'approche historique. Je suis historien de formation et laquelle approche historique s'inscrit dans une démarche constructiviste et dans une perspective transformative. Donc, au niveau des résultats, nous disons que si la première génération de panafricanistes et même celles intermédiaires ont rempli leur mission à travers des actions de reconnaissance et d'affirmation de l'identité noire, ou encore de promotion de l'idéal unitaire panafricain, la génération actuelle a le devoir de donner un nouveau contenu au panafricanisme pour qu'il réponde aux enjeux de l'heure. Comme second résultat, nous disons que la nouvelle historiographie du panafricanisme implique un décentrement épistémologique qui en appelle à la vulgarisation d'un nouveau récit sur l'Afrique à partir d'un double mouvement qui tient à la fois de la pensée mais également de l'action. C'est ce que nous entendons, un mouvement tourné vers les opportunités. Et pour finir, nous disons qu'un travail de réflexivité permanente qui pense sans cesse les impensés du panafricanisme à la lumière de ces nouvelles mondialités doit être entretenu, développé et soutenu par les organisations internationales à vocation panafricaine, mais également par les États africains à travers l'UA. Pour ne pas conclure, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais un peu de l'école de Grégoire Biyogo, donc pour ne pas conclure, parce que ça ouvre le débat bien entendu, la recherche épistémique en ce qui concerne le panafricanisme, aujourd'hui implique à la fois une ouverture et une articulation des expériences africaines à d'autres expériences dans le monde à travers des reliances entre connaissances plurielles, sciences politiques, économiques et culture, etc. Ce temps commun des connaissances dans une dynamique interdisciplinaire ouvre de nouvelles perspectives relativement aux nouvelles approches quant aux outils scientifiques qui peuvent permettre de mieux faire face aux défis actuels, mais également permettre d'accélérer le projet unitaire panafricain. Merci pour votre oreille attentive. Merci beaucoup. Pour ne pas conclure, je vais maintenant passer
La parole à elle, Adji. Pardon? La souris. Où est la souris? Non, la petite souris de l'ordinateur. Non. Et la voilà. Ok. Bonsoir à tous. Merci. Merci pour m'avoir associé à ce festin de l'intellect. Je remercie les organisateurs et tous ceux qui sont présents. Et pour moi, c'est un immense plaisir d'être là à côté d'un ami, d'un compatriote et d'un ami et frère spirituel, Cheikh Ngiran, qui avec Babacar Faye et tant d'autres font partie de cette mouvance de jeunes Africains qui vont forcément faire bouger les choses. Forcément. D'ailleurs, comme il y a des consortiums qui se forment, nous aussi, nous formons notre consortium et on va impacter forcément les politiques publiques. C'est ça l'objectif, on ne peut pas être neutre. Bon, je suis là pour présenter un travail que j'ai effectué avec un ami et frère, collègue Mourioro Baldé. Nous sommes tous les deux du département didactique d'histoire de la géographie de la phase CEF de l'UCAD. Moi, j'avais un autre projet, mais il m'a dit que puisqu'on forme des enseignants et des instructeurs, pourquoi ne pas travailler sur ce thème-là? C'est-à-dire le panafricanisme dans les programmes d'histoire des cycles du moyen secondaire. Et par là, Cheikh m'offre une bonne introduction parce qu'il parle du supérieur. Moi, je devais faire quelques années en arrière pour parler du moyen et du secondaire. Donc, pour dire que c'est une préoccupation qui est plus ou moins globale, parce qu'aujourd'hui, c'est une demande de la population africaine, des jeunes surtout, qui s'identifient au centre du panafricanisme. Voilà. Maintenant, ici, je vous propose ici un plan, l'introduction, l'africanisation du programme d'histoire au Sénégal, quantifier et analyser le panafricanisme en question dans les programmes et la nécessité de réformer ce programme qui est demandé par la population et surtout par les acteurs. Donc, le panafricanisme est consacré à Londres en 1900, tout le monde le sait. C'est un projet, c'est une réalité. Une réalité, pourquoi? Parce que c'est acté, c'est un mouvement qui a, dont on peut identifier les acteurs et les premières actions. C'est un projet parce que ça veut reconstruire l'Afrique, remembrer l'Afrique qui est démembrée. Et dans ce projet de remembrer l'Afrique démembrée, l'histoire occupe une place de choix. Dans la mesure où, disait Cheikh Anta, sans conscience historique, les peuples ne peuvent être appelés à des destinées. Et d'ailleurs pour lui, nier l'histoire à un peuple, à une catégorie sociale, c'est l'empêcher d'être, c'est l'exclure du devenir. Autant qu'on sait servir de l'histoire comme arme d'assujettissement, on va servir de l'histoire comme outil de construction et de reconstruction. Donc, comment le Sénégal s'y est pris dans cette africanisation de l'histoire? Donc, ici, il s'agit de former une identité, une conscience historique africaine. Donc, comme les États européens, face aux limites du nationalisme au 19e et 20e siècle, l'Afrique cherche bien avant les indépendances à reconstruire une conscience commune, une identité commune. Et l'enseignement de l'histoire occupe une place de choix dans la quête de cette formation identitaire. Il est largement partagé ici d'abord par De Kock, qui dit que la question identitaire anime l'enseignement de l'histoire depuis sa formalisation en outil pédagogique d'une conscience nationale. L'histoire scolaire, dans les petites comme dans les grandes classes, a pour vocation, dès le début du XXe siècle, de fabriquer un socle identitaire. Il n'est pas le seul. Pierre-Éric Fagiol, en 2014, disait « La finalité de l'enseignement de l'histoire n'est pas seulement de transmettre des connaissances, mais également de fonder des valeurs, des normes culturelles et sociales, car elles participent à la construction identitaire des individus. » Or,
L'enseignement de l'histoire a été plus ou moins abordé dès 1834, ici, par le projet d'arrêté Kadeo Pujol, qui se sont succédés successivement comme étant gouverneur du Sénégal. Mais, quoi qu'il en soit, cet enseignement de l'histoire-là reposait sur l'assimilation. Qu'est-ce qu'on a enseigné à nos grands-parents ou à nos parents? Nos parents, les Gaulois. D'où la nécessité de questionner le legs colonial sur le plan éducatif et de tropicaliser les contenus à enseigner. Au Sénégal, les autorités ont, dès la phase de l'autonomie interne, suite au référendum de 1958, anticipé sur la question et confié cette tâche à un groupe de travail appelé éducation. Lequel groupe, dirigé par le professeur de philosophie Alassane Ndao, s'est penché sur la démocratisation et l'universalisation de l'éducation, son adaptation aux réalités africaines, la réforme pédagogique et programmatique. L'africanisation de l'enseignement était aussi un combat porté par les mouvements de gauche qui pensent que la lutte pour l'indépendance effective du continent devait être culturelle avant d'être politique. Réponse des autorités politiques africaines à cette volonté d'africanisation des programmes d'histoire, avec les rencontres qu'on a entre 1961 et 1982, Addis Abeba, Abidjan, Nairobi, Lagos, les conférences qui ont insisté au-delà de l'amélioration qualitative et quantitative de l'enseignement en Afrique, la nécessité de mettre en adéquation les programmes et manuels scolaires aux réalités africaines. L'idée étant de se servir de l'école comme un pilier de promotion de sentiment national africain, panafricain et identitaire. Pour le Sénégal, il y a quelques programmes entre 1965 et 2006 et 2 lois d'orientation. Pour la loi d'orientation de 1971, l'article 3 insiste sur l'africanisation de l'enseignement de l'histoire. Et pour celle de 91, c'est l'article 6. Qu'en est-il? On a pris ici 2 programmes d'histoire, 1967 et 2006. Pour le programme de 1967, il y a 310 leçons, de la classe de 6e à la classe de terminale. Les leçons concernant l'Afrique sont au nombre de 112, soit 36%. Et pour le programme de 2006, le programme a été réduit de 157 leçons et 77 leçons concernant l'Afrique, soit 49%. Donc ici, on a un bond. Ce graphique permet de lire et de comprendre ici que, parce qu'à vue, c'est trompeur. Parce qu'on pense que la part de l'Afrique a diminué, mais non. Si on prend les valeurs absolues, bien évidemment, on va déduire que c'est diminué, parce que là-bas, on avait 300 leçons. Mais en valeur relative, il y a une hausse. Donc ici, c'est l'Europe qui perd du terrain par rapport à l'Afrique, à l'Asie et plus ou moins à l'Amérique. Bien entendu qu'en 1965, avec la coopération et tout ça, la centralité de l'Europe dans le cours de l'histoire, tout ça, c'est fait de petit à petit. Donc ici, on a l'analyse de ce graphique, donc respectivement avec 36% et 49% des programmes d'histoire de 1967 et 2006, la volonté de formation de cette conscience historique africaine déclinée par les autorités publiques, les parties, les chapitres et leçons qui touchent toutes les périodes de l'histoire africaine, la préhistoire, les civilisations anciennes, les formations politiques, les périodes médiévales et modernes, les traites négrières, je dis bien les traites négrières parce qu'on a l'habitude de situer la traite négrière durant seulement la partie de la traite négrière transatlantique. Or, avant, il y a la traite arabe et la traite intra-africaine. La colonisation et l'islamisation, pour ne pas dire aussi une colonisation religieuse. Donc, les pactes réservés aux autres zones géographiques avec l'Europe qui perd du terrain dans le programme de 2006 obéit au principe de l'enracinement et de l'ouverture, volonté résumée ci-dessus par Alassane Ndao, qui dirigeait le groupe de travail. Voici ce qu'il avait dit en 1958. La tâche de tout éducateur est de former des hommes. Comment allons-nous envisager cette formation? À cette question, nous ne pourrons répondre qu'au terme de nos travaux. Mais d'ores et déjà, nous pouvons affirmer que le vaste problème auquel nous sommes confrontés réside dans la formation d'un homme africain, ouvert sur le monde moderne, apte à manipuler des techniques et cependant fortement enraciné dans sa terre nourricière appuyée sur le passé africain, abreuvé aux sources vives de la culture africaine.
nous devons nous atteler à la tâche de la construction d'une personnalité africaine en mesure d'intégrer toutes les valeurs qui lui lancent des appels, non par foyer de conflits psychologiques et de complexes paralysants, mais irradiation d'un avenir dont elle sait qu'elle sera le principal artisan. Ça se trouve aux Archives nationales. Le dossier c'est VP, vice-présidence 091, projet de réforme de l'enseignement au Sénégal. Bon, toutefois, on a noté une volonté d'africaniser le programme. Par contre, il n'y a aucune leçon, aucun chapitre, aucune partie qui parle de la thématique du panafricanisme. Paradoxalement, si on parle du programme de 1967, la leçon 10, on a le panarabisme. Excusez-moi. D'accord. Donc, les seuls moments où l'enseignant peut évoquer directement ou indirectement le panafricanisme, c'est quand il aborde les leçons liées à la préhistoire. La traite négrière, les civilisations africaines et la colonisation. Et là, il prend des libertés. Ce n'est pas dans le programme, mais il est obligé de prendre des libertés. J'en parle en tant qu'enseignant, parce que j'ai enseigné pendant 12 ans au lycée. J'en parle en tant que formateur d'enseignants, que les gens prennent des libertés parce que tu ne peux pas aborder ces leçons-là sans que les apprenants te demandent Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, entre autres. William Du Bois, Anton Firmin, entre autres. Donc c'est une demande. Et quand tu évoques ou tu cites ces personnalités-là, tu crées des ambitions, tu crées de l'émulation, un sentiment de fierté. Donc, la dimension panafricaine dans le programme est biaisée. Pourquoi? Parce qu'on parle des leçons de l'Afrique, mais on ne parle pas en tant que tel du panafricanisme. Donc ici, d'où la nécessité d'intégrer des thématiques purement panafricanistes dans les programmes à réformer. Je dis à réformer, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le débat sur la réforme des programmes à enseigner est de mise. Et c'est porté non seulement par les faiseurs d'opinion, mais par les premiers acteurs. Et au premier plan, les apprenants eux-mêmes. Monsieur, Hanadou Djang telle personne. Est-ce qu'on n'apprend pas telle personne? Dans les salles de classe, les apprenants s'habillent des fois comme Lumumba. Des coiffures. Oui. Ils s'identifient au centre du panafricanisme. Ils sont au courant que Che Guevara est venu combattre le colonialisme. Ils mettent des bérets. Même il y a un sentiment aujourd'hui pro-russe lorsqu'ils ont su que Poutine était venu combattre en Afrique. Donc, il faudra corriger ce vide-là qui oblige les apprenants, les enseignants à prendre des libertés. La résurgence et l'adoption du panafricanisme pratique par la jeunesse militante. Aujourd'hui, les mouvements militants s'identifient à qui? Pas aux traîtres des républiques, mais aux pères de la République. Je vous renvoie à la chanson de Awadi. Donc, l'expression du panafricanisme dans presque tous les secteurs de la vie courante, la politique, l'économie, la culture, la littérature. L'identification des jeunes aux pères fondateurs et figures de proue du panafricanisme. La remise en cause du programme en vigueur par des enseignants apprenant une partie de la société civile, ce qui biaise l'approche socio-constructiviste dans les activités d'enseignement-apprentissage. Recommandation du programme universel Horizon 2030 et de l'agenda de l'Union africaine 2065 relative à l'éducation pour la renaissance culturelle, le panafricanisme et l'intégration culturelle. Je vous remercie. Merci beaucoup, Eladji, pour le partage de ce travail d'enquête